Je m'appelle Maïmouna et aujourd'hui, je regarde mon propre fils ordonner la destruction de ma maison. Il ne me regarde pas. Il regarde sa montre en or, un objet clinquant et inutile qu'il a acheté avec l'argent qui aurait pu nous faire vivre décemment pendant des années. Il regarde son avenir, un horizon pavé de béton et de promesses creuses, un avenir qu'il pense avoir mérité par sa seule intelligence, ignorant le prix exorbitant de chaque pas qu'il a fait. Il a oublié que chaque brique de cette maison, même les plus ébréchées, a été payée par le sang de mes mains, la sueur de mes nuits et l'humiliation quotidienne de mon silence. Mais ce qu'il ignore, dans sa suffisance de jeune loup sorti d'une grande école, c'est que sous ces fondations usées par le temps et les pluies, il y a un secret qui, tel un explosif à retardement, peut le détruire en une seconde. Un secret que j'ai gardé, non par lâcheté mais par amour fou. Et aujourd'hui, cet amour a atteint son point de rupture. Le temps du silence est terminé. Je vais enfin parler. À l'époque, le village de Bundu n'était qu'une terre de poussière rouge qui s'insinuait partout. Dans la nourriture, dans les draps, dans les poumons. Une terre belle par sa résilience, mais cruelle par sa pauvreté. Mon mari Youssouf, un homme au cœur aussi large que ses épaules, est mort dans les mines de charbon. Un lieu qui engloutissait les hommes et ne recrachait que des dettes et des veuves. Et Moussa, notre fils, n'avait que 3 ans quand la nouvelle est arrivée, portée par le chef de chantier. Un homme aux mains sales qui nous a laissés, mon enfant et moi, avec une caisse de bois bon marché et une poignée de charbon. Je n'avais rien. Pas de famille proche pour me soutenir. J'étais une étrangère, originaire d'un village lointain. Pas d'héritage, car Youssouf n'avait que sa force de travail à laisser. Juste un enfant affamé, les yeux brillants d'une intelligence précoce et une promesse faite sur une tombe encore fraîche, sentant la terre retourner. Tu ne seras jamais un esclave. Tu seras celui qui commandera aux esclaves. C'était un vœu terrible, mais nécessaire. Pendant 20 ans, cette promesse a été mon oxygène et ma chaîne. J'ai été la première levée par le chant du coq et la dernière couchée, les paupières lourdes de fatigue et d'une seule pensée. Moussa. J'ai lavé le linge des familles riches, celles qui vivaient derrière les murs crépis et les jardins arrosés. Je frottais, essorais, repassais jusqu'à ce que la peau de mes mains s'écaille et saigne, que mes jointures se déforment. L'eau de Javel était mon parfum, et les marques de brûlure sur mes avant-bras mes décorations. Quand le linge ne suffisait plus à payer les frais de scolarité qui augmentaient chaque année, j'allais porter des seaux de gravats et de sable sur les chantiers de construction. Mon corps est devenu une machine à souffrir pour une seule cause. Chaque pièce de monnaie, chaque franc amassé avec peine était pour lui. Pour ses cahiers à couverture rigide qu'il remplissait sans effort. Pour ses uniformes immaculés qui lui donnaient l'air d'un prince. Pour son rêve d'études lointaines. Je me souviens, comme si c'était hier, de ce soir de pluie torrentielle. Moussa était assis sur le pas de la porte, les épaules secouées par des sanglots silencieux, le visage enfoui dans ses genoux. Le lendemain était le jour du grand examen d'entrée au lycée régional. Ses vieilles sandales avaient dos lâché. « Je ne peux pas y aller, maman, les autres vont rire de moi. » La honte était une lame plus aiguisée que la faim chez cet enfant fier. J'ai senti mon cœur se serrer. Dans ma petite boîte en bois, je n'avais qu'un trésor. Mes boucles d'oreilles en or, l'unique souvenir matériel de ma mère. Elles n'étaient pas grandes, mais l'or était pur. Elles représentaient la dernière connexion à mon passé. Je les ai vendues à l'usurier du marché, ce vautour qui savait lire le désespoir dans les yeux. Il m'a donné juste assez pour une bonne paire de chaussures neuves et solides. À Moussa, j'ai dit, en haussant les épaules pour masquer la douleur de mon mensonge, « Tes boucles d'oreilles, je les ai perdues en lavant le linge dans la rivière. Elles n'étaient rien. » J'ai menti pour qu'il puisse marcher le jour de l'examen, non seulement avec des chaussures, mais la tête haute, libéré de la dette morale. Moussa était brillant. Trop brillant pour Bundu. Son intelligence était un moteur qu'on ne pouvait pas confiner. Quand il a été admis dans une grande université en France pour étudier le droit, ironie amère, le système même qui écrase les petites gens, le village entier a fêté ça. C'était une victoire contre l'adversité, le triomphe du mérite sur la misère. Mais personne, dans l'euphorie, n'a demandé la question essentielle. Comment une simple laveuse de linge, qui vivait au jour le jour, allait payer le billet d'avion, le visa, et surtout, le logement et les frais d'inscription à Paris. Une ville dont la richesse nous dépassait.
C'est là que j'ai fait ce que personne n'aurait osé faire, ce qui aurait pu me coûter mon âme. L'argent manquait de manière abyssale. Un abîme que même 20 ans de travail n'auraient pu combler. Je suis allé voir l'homme le plus riche de la région, Monsieur Diallo, le magnate des carrières et des terrains, celui qu'on appelait, avec une peur respectueuse, le rapace. Un homme sans pitié, dont les yeux secs n'expriment même que le calcul. Je suis entré dans son bureau, une pièce climatisée qui sentait le cuir et l'argent froid. Je lui ai vendu la seule chose qui me restait, mon lopin de terre. Le terrain sur lequel était construite ma petite maison, mais pas seulement. J'ai signé un contrat de servitude moderne. J'ai vendu mon temps, ma dignité, ma liberté. La transaction, officiellement, était un prêt pour les études de Moussa, avec ma maison comme garantie. Mais les clauses cachées, dictées par Diallo lui-même, étaient des claires. Pendant que mon fils étudiait les lois pour devenir un homme libre à Paris, moi, sa mère, je travaillerais comme domestique non payé chez Diallo, de jour comme de nuit, pour rembourser la dette. C'était une façon de payer par le corps, par la fatigue, par l'effacement. Diallo, jouant à l'homme généreux devant la communauté, n'était qu'un usurier de l'âme. Pendant des années, j'ai vécu une double vie. Moussa, loin de moi, m'envoyait des photos numériques qui brillaient de 1000 feux. Lui devant la tour Eiffel, symbole de l'ambition réalisée. Lui, entouré de livres dans des bibliothèques magnifiques, son visage rayonnant d'espoir. Pendant ce temps, moi, je dormais sur un simple tapis de prière, roulé en boule, dans la cuisine immense et glaciale des Diallo. Mes os étaient brisés par le travail incessant, mes mains déformées par les tâches ménagères. Je cachais la vérité derrière des formules rassurantes dans mes lettres, écrites à la lueur d'une bougie, quand Diallo et sa famille dormaient. Ne t'inquiète pas mon fils, la récolte de mangue a été bonne cette année. J'ai mis un peu d'argent de côté. Je lui donnais l'image d'une mère paysanne, simple et heureuse de ses fruits de la terre, pas celle d'une esclave domestique. 15 ans ont passé. Un long tunnel dont je ne voyais jamais le bout. Chaque mois était une éternité. Puis, enfin, le jour est arrivé. Le jour où j'ai pu apposer ma dernière signature sur un papier, confirmant que la dette était remboursée. J'avais récupéré ma petite maison, délabrée, envahie par les herbes folles, mais à moi, entièrement mienne. Moussa revenait. Il était devenu un avocat respecté, un jeune homme plein de promesses. J'ai passé 2 jours à nettoyer, à repeindre, à cuisiner. Je l'attendais à l'aéroport avec un plat de tiep boudien, le riz au poisson mijoté qu'il aimait tant, son plat d'enfance, symbole de la maison, de l'enracinement. Quand il est sorti des portes automatiques, mon cœur a raté un battement. Je ne l'ai pas reconnu. Le jeune homme que j'avais envoyé n'était plus. À sa place se tenait un étranger. Costume 3 pièces, coupe impeccable, des lunettes de soleil de marque masquant son regard. Un détail révélateur, car dans notre culture, masquer les yeux est un signe de distance, de mépris. Sa démarche était celle d'un conquérant, un homme qui ne marche plus sur la terre, mais sur les têtes. Il n'était pas seul. Une femme claire de peau, visiblement occidentale, d'une élégance froide et arrogante, tenait son bras, comme un trophée. Il m'a vu. Il a détourné le regard, comme s'il avait aperçu une connaissance gênante. Il ne m'a pas serré dans ses bras, le geste que j'attendais depuis 15 ans. Non. Il a tendu sa joue, juste assez pour que je puisse la frôler, comme si ma peau usée allait souiller la soie de son costume. Mère, voici Sarah. Sa famille est dans l'investissement. Son père est un grand homme. Nous venons pour transformer Bundu. Il a utilisé le mot « transformer » comme on prononce une sentence, une menace. Le changement est arrivé 1 semaine plus tard, avec la rapidité et la froideur d'une transaction financière. Moussa est venu dans ma cuisine, le lieu sacré de ma lutte. Il n'a pas touché au thé à la menthe que j'avais préparé, le thé de l'accueil, le thé de la tradition. Il a déroulé des plans sur la table en bois écaillé. Mère, ce terrain, notre terrain, est stratégiquement situé sur le tracé du futur complexe hôtelier. C'est l'entrée. Tu dois signer ces papiers. Ces mots étaient mécaniques, sortis d'un manuel de droit. On va te construire un bel appartement en ville, dans un immeuble moderne. Tu auras l'air conditionné, c'est le progrès. L'air conditionné, comme si le confort matériel pouvait éteindre la mémoire. Et ma vie, Moussa. Et tes ancêtres qui dorment sous ce manguier, celui où nous jouions quand tu étais petit, on les déterre pour faire une piscine pour les Blancs?
J'ai essayé de faire appel à la partie de lui qui n'était pas encore morte, à l'enfant de Bundu. Sa réponse m'a frappé plus fort qu'un coup de poing, plus fort que l'humiliation des Diallo. Les ancêtres ne perdent pas les factures, maman. Et le passé ne se monnaie pas sur le marché. Signe. Son regard était un bloc de glace. Il était devenu un monstre froid, fabriqué à partir de mon sang, de mon silence. J'ai refusé. Catégoriquement. J'ai dit non à l'avenir qu'il avait construit sur mon dos. J'ai refusé de donner ma bénédiction à son travestissement. Alors, il a utilisé la loi, sa loi. Le droit qu'il avait appris à Paris pour me déposséder, moi, celle qui lui avait donné sa première leçon de justice, la dignité. Il a invoqué des clauses d'intérêt public, des expropriations pour nécessité économique. Le bulldozer est arrivé ce matin. Une machine jaune, immense, vulgaire. Moussa est là, en costume de ville, supervisant les travaux pour son futur beau-père, cet investisseur fantôme dont le pouvoir suinte de chaque contrat. Il pense que je suis une vieille folle, une relique du passé qui s'accroche à de la boue. Il ne sait pas que la boue peut engloutir le métal. Quand la lame du bulldozer, guidée par un ouvrier indifférent, a frappé le mur du fond de la maison, l'endroit même où mon lit était posé, elle n'a pas trouvé que de la brique et de la terre séchée. Le choc a déterré une boîte métallique noire, une vieille boîte à biscuits, enterrée profondément dans les fondations. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Le secret était là, remontant à la surface comme un cadavre. Le visage de Moussa, d'abord impassible, a changé. La curiosité a percé sa carapace d'avocat. Il a fait signe d'arrêter le moteur de la machine. Il s'est approché, méfiant, mais attiré par le mystère. À l'intérieur de la boîte rouillée, il n'y a pas d'or. Pas d'argent, il y a des lettres. Une liasse de papier jauni, à l'écriture anguleuse et autoritaire. Ce sont les lettres que M. Diallo, le rapace, m'écrivait il y a plus de 20 ans. Des lettres passionnées, puis menaçantes, m'ordonnant de me taire, de ne jamais révéler la vérité à quiconque. Des lettres qui prouvent, sans ambiguïté, que Moussa n'est pas le fils de mon regretté mari mort dans les mines. Moussa est le fils de M. Diallo. Le fils illégitime de l'homme qu'il essaie d'impressionner aujourd'hui. L'homme qui est sur le point de devenir son beau-père. L'homme qu'il a renié avant même sa naissance, craignant un scandale qui aurait pu ruiner son mariage et sa réputation. L'homme qui a laissé sa mère devenir une esclave domestique, travaillant sans salaire pendant des années pour rembourser le prix des études de son propre fils, sans jamais lever le petit doigt, se contentant d'observer ma servitude avec la cruauté d'un dieu. Moussa a pris la première lettre. La sienne, celle où Diallo menaçait de me jeter à la rue si j'osais dire un mot de leur brève liaison. Il a lu. Son visage est devenu blanc, d'une pâleur cadavérique, comme si le sang s'était retiré pour ne laisser que le choc. Il a levé les yeux vers moi, puis vers Sarah, sa fiancée, la femme au visage arrogant. Sarah qui, je le savais par les commérages et les faits, est la fille légitime de M. Diallo, sa propre demi-sœur. Le sang. La vérité cachée pendant si longtemps faisait exploser le mythe de sa réussite. Le silence est tombé sur le chantier, un silence absolu, brisé seulement par le ronronnement lointain de la ville. Le bulldozer s'est arrêté, son bras levé au ciel comme un poing impuissant. Moussa a lâché la liasse de papier, les contrats d'expropriation et les lettres de Diallo se mélangeant dans la poussière rouge. Il a regardé Sarah, dont le visage se figeait d'horreur et de compréhension. Puis, il m'a regardé. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai vu à travers le costume cher, les lunettes de soleil inutiles, la suffisance apprise. J'ai revu le petit garçon de Bundu, celui qui avait peur d'aller à l'école sans chaussures, celui qui cherchait la tendresse dans mes yeux. Maman, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Sa voix n'était plus celle d'un avocat, mais celle d'un enfant trahi et perdu. Parce que je voulais que tu sois un homme libre, Moussa. Pas le bâtard d'un riche, pas l'objet d'un arrangement. Je t'ai donné le nom de ton père, Youssouf, un homme pauvre, mais honnête. Le nom qui t'a permis de te construire sur la dignité. J'ai avancé vers lui, mes mains ridées touchant son bras tremblant. Mais tu as choisi d'être un monstre, un Diallo, mais sans le courage de l'assumer. Un homme qui détruit sa source. Le contrat d'investissement du complexe hôtelier s'est effondré avec la vérité. Le scandale, plus virulent que le vent du désert, a balayé Bundu. Sarah est partie avec son père, fuyant la honte et l'inceste involontaire.
Moussa a tout perdu. Son prestige, sa fiancée, son avenir doré, construit sur un mensonge de 15 ans et le sacrifice de sa mère. Il est resté assis, en plein milieu des décombres de ma maison, son beau costume déchiré par les briques brisées, les mains dans la poussière de Boundou. Il a enfin senti la terre qu'il avait reniée. Kukaya, la tradition, nous apprend une leçon que l'argent ne peut ni acheter, ni corrompre. On ne bâtit pas un gratte-ciel de réussite sur le cadavre spirituel de sa propre mère. La réussite sans gratitude est une maison sans fondation. Elle finit toujours par s'écrouler sur celui qui l'habite. Aujourd'hui, je n'ai plus de maison physique, plus de murs pour me protéger du vent. Mais j'ai enfin mon fils. Un fils qui n'a plus rien de matériel, mais qui a enfin retrouvé son nom, sa véritable histoire, aussi douloureuse soit-elle. Le sang ne ment jamais, c'est vrai. Il est le lien inaltérable entre Diallo et Moussa. Mais la vérité, elle, guérit. Elle a réduit en cendres la vie qu'il avait construite, mais elle lui offre la possibilité de reconstruire, cette fois-ci, sur l'honnêteté. Même si elle doit tout brûler sur son passage pour purifier l'âme. Je me suis assise à côté de lui, dans la poussière. Il a posé sa tête sur mes genoux, comme quand il était enfant. Les larmes ont creusé des sillons dans la saleté sur son visage. « Maman, comment je peux réparer ça ?» J'ai caressé ses cheveux. « Tu ne peux pas réparer la maison, Moussa, mais tu peux réparer l'homme, et la première brique, c'est de te souvenir d'où tu viens, de te souvenir du prix de tes chaussures.